Bonjour à tous, je vous propose qu'on commence. Je vais vous parler dans ce webinaire des solutions pour améliorer l'environnement des abeilles en zone de grande culture. Donc, je m'appelle Marie Vacher, je suis animatrice apiculture à l'ADA Bourgogne-Franche-Comté. C'est une association dont l'émission est d'accompagner les apiculteurs, notamment professionnels, sur la région. Et c'est moi qui vais animer ce webinaire qui est enregistré. Ce webinaire s'inscrit dans le projet FITAPSI qui est financé dans le cadre de la stratégie de territorialisation du plan Ecophyto. Et il est en partenariat avec les chambres d'agriculture de Haute-Saône, du Doubs, du territoire de Belfort, ainsi que Vesoul Agrocampus qui dispose d'un pôle apicole et qui dispense des formations en apiculture. Avant de démarrer, petit rappel, donc vos caméras et vos micros sont coupés par défaut. Vous pouvez interagir dans le chat à tout moment. Et je propose de répondre à vos questions entre chaque partie. Donc, vous pouvez soit les écrire dans le chat ou autrement les poser à l'oral à la fin de chacune des parties. Le webinaire va se dérouler en 3 parties. Dans un premier temps, on va parler surtout de la santé des abeilles dans un environnement de grande culture et je vais vous présenter quelques résultats d'expérimentation qu'on a pu mener en Bourgogne-Franche-Comté. Après, on abordera les enjeux agricoles et apicoles de la pollinisation. Et pour finir, je vous présenterai la boîte à outils qui a été constituée dans le cadre du projet FITAPI. Le diaporama de présentation vous sera envoyé par mail avec le lien replay du webinaire. Pour commencer, je vais vous parler de tout ce qui est facteur d'affaiblissement des colonies. Mais avant d'aborder cette slide, juste peut-être un petit rappel. En fait, en France, chaque année, il y a une enquête mortalité hivernale qui est proposée à tous les apiculteurs. Et en fait, on fait une enquête en hiver puisque c'est là où on observe le plus de pertes hivernales. Donc, pour exemple, en 2024-2025, le taux de perte était de 22% des colonies à l'échelle nationale. En Bourgogne-Franche-Comté, il était de 31,5%. Et dans notre région, les principales causes, de perte des colonies évoquées par les apiculteurs, c'était des colonies faibles au moment de la mise en hivernage, trop petites ou en mauvaise santé. Le parasitisme par varroa destructor, c'est un acarien, on va en reparler un tout petit peu plus tard. Le frelon asiatique et des problèmes concernant, les reines, avec, des ruches soit bourdonneuses, donc des reines qui ne pondent, plus ou qui pondent que des œufs de mâle ou autrement orphelines. Donc, on parle de plusieurs facteurs qui vont influencer l'affaiblissement des colonies en allant jusqu'à la perte. Donc, sur ce schéma, on va aller voir un petit peu toutes pour vous expliquer le contexte. Donc, il a tout d'abord ce qu'on appelle les pratiques apicoles qui vont forcément influencer sur la santé des abeilles. Donc, ça peut être d'ordre sanitaire avec les pratiques de l'apiculture sur le nettoyage de son matériel, mais aussi le changement des cadres de cire ou encore le renouvellement des reines qui va pouvoir impacter l'hivernage et tout ce qui est aussi, nourrissement, des colonies pour éviter les disettes. Après, on a une autre partie sur le régime alimentaire. La diversité, du régime alimentaire va jouer sur, l'immunité, des colonies et la bonne santé des colonies, d'où l'importance d'avoir un environnement riche pour, qu'elles puissent trouver tout ce dont elles ont besoin. Le changement climatique impacte de plus en plus. Donc on parlait, du frelon asiatique avec l'introduction de nouveaux prédateurs. Le frelon asiatique a été introduit en 2014 et maintenant il est implanté, sur, au niveau national un peu partout et il impacte les colonies, notamment à partir de cette période, on va dire, pendant l'été, jusqu'à l'automne où il va prédater devant les ruches et il peut tellement prédater qu'il peut aller jusqu'à tuer les colonies et on observe aussi, de plus en plus de stress lié au climat. Par exemple, en ce moment, c'est vrai qu'on est en pleine période de canicule et de sécheresse. En Bourgogne-Franche-Comté et dans beaucoup d'autres régions, ça a mis un frein, à tout ce qui était récolte de miel. Donc la saison, de production de miel a été beaucoup raccourcie et ça va aussi impacter le travail des apiculteurs parce qu'ils vont devoir nourrir beaucoup plus tôt en saison. Habituellement, ils vont nourrir plutôt leurs ruches, on va dire, fin août, début septembre, courant octobre et là, sur certains secteurs, il va déjà falloir commencer à nourrir pour que les abeilles, puissent passer l'été. Après, on a toute une partie sur le parasitisme et les virus de l'abeille. Donc, le plus important et contraignant, c'est Varroa destructor, qui lui a été introduit en France dans les années 80. Il est traité depuis plusieurs années par des acaricides. On observe de plus en plus un phénomène de résistance des varrois, et donc ça va forcément impacter les rendements de la ruche, mais aussi la santé des abeilles. Et il y a d'autres pathogènes qui sont présents dans les ruches, comme des champignons ou des virus qui vont aussi impacter leur santé. Et le dernier point, ça va être aussi l'exposition, des abeilles aux produits phytosanitaires qui peuvent être de plusieurs ordres, que ce soit des fongicides, insecticides, herbicides, acáricides et aussi antibiotiques.
Donc en fait, tout ça va avoir un effet sur les colonies qui va pouvoir, voilà, soit diminuer la force de la colonie avec des baisses de rendement, soit autrement aller, jusqu'à, voilà, réduire l'espérance de vie des abeilles, mais aussi de la reine, des mâles, donc des problèmes de fécondation et plein de choses qui vont impacter le travail de l'apiculteur. Pour parler un petit peu plus, de tout ce qui est exposition des pollinisateurs aux produits phytosanitaires, il peut y avoir différentes sortes d'expositions. Par contact direct lors d'une pulvérisation, par exemple sur le champ, d'où, la réglementation abeille qui a été mise en place. Et aussi par ingestion des abeilles. Donc là, je vous ai remis les besoins annuels, d'une colonie en quantité de nectar, de pollen et d'eau, mais aussi de miella qu'elles vont aller récupérer. Et en fait, les abeilles, les butineuses vont ramener à la ruche des ressources qui vont être contaminées. Elles vont être ingérées par les différents individus, notamment les nourrices qui vont nourrir les larves et ça va avoir un impact sur la colonie. Et pour finir, par utilisation des substances pour notamment fabriquer leur nid. Alors en apiculture, on parle surtout de cire. L'apiculteur va introduire des cires gaufrées dans ces colonies qui peuvent être contaminées par des produits. Et aussi la propolis, qui est une résine que l'abeille va transformer, qu'elle va récolter. Et en fait, ça va servir notamment à l'étanchéité et à l'aseptisation de la ruche. Donc voilà les différents moyens de contamination des colonies. Qu'est-ce qu'on parle quand on pacte qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur les abeilles, cette intoxication aux produits, phytosanitaires? Donc on peut avoir ce qu'on appelle une toxicité aiguë, ça veut dire qu'on va avoir une mortalité, brutale, suite à une exposition. C'est la photo que vous pouvez voir là. L'apiculteur, quand il va aller sur, sa ruche, il va retrouver un tapis d'abeilles, mortes au sol, sans forcément, d'explication. Et la plupart du temps, on parle de toxicité chronique. Et là, ça va engendrer plusieurs choses. Ça va faire un affaiblissement des colonies. C'est une exposition à faible dose qui ne va pas forcément les tuer, mais on peut observer un dépeuplement de la colonie sans abeilles mortes, c'est-à-dire que les abeilles sont plutôt mortes quand elles sont allées récolter les ressources, par exemple. On peut avoir des impacts sur le couvain des abeilles. Donc, le couvain, c'est tout ce qui comprend les œufs, les larves et les nymphes au niveau des abeilles. Donc, il peut être en mosaïque, par exemple. Et on peut observer aussi des comportements anormaux, au niveau des abeilles. Je vais vous montrer cette vidéo qui avait été fournie par un apiculteur. Donc là, on voit que les abeilles, sont un peu traînantes sur la planche d'envol. Normalement, c'est pas normal, hein, elles sont plutôt censées rentrer à l'intérieur si tout va bien et on voit qu'elles ont un peu un comportement bizarre qu'on va voir un peu plus loin. On observe beaucoup de mortalité au niveau du sol. Alors, on en observe toujours un peu, mais pas dans d'aussi grandes quantités. Et si on regarde un peu plus les abeilles, on voit que leur comportement est pas normal. Elles ont les ailes écartées, on a l'impression qu'elles essayent de se nettoyer avec leurs pattes arrière. Et ça, c'est pas un comportement normal pour une colonie d'abeilles. Donc, ça peut interroger l'apiculteur et le faire questionner sur ce qui se passe dans ces colonies. Attention quand même, ces symptômes, en fait, ils peuvent être dus à d'autres problèmes, pas forcément liés à une exposition à des produits phytosanitaires, mais aussi à voilà, une maladie au niveau de la ruche. Et donc, il existe des dispositifs dans chaque région qu'on appelle OMA, justement pour pouvoir faire des analyses et savoir quelle est la cause du problème. Par contre, quand on veut savoir si c'est des produits phytosanitaires, il faut faire des prélèvements rapidement parce que les abeilles se désintègrent vite et on peut perdre la trace de contaminants. Et aussi en fonction du type de contaminant qu'on va rechercher, on ne va pas forcément, retrouver, de traces. Je vais vous présenter maintenant, pour illustrer un petit peu plus, le résultat, de quelques expérimentations, qu'on a menées en région. Donc là, il s'agit, du projet Survapi qui signifie surveiller les contaminations du milieu par les produits phytosanitaires via les matrices apicoles pour améliorer et réduire leur utilisation. C'était un projet national qui avait pour but de favoriser les relations entre agriculteurs et apiculteurs à partir de résultats expérimentaux. En Bourgogne-Franche-Comté, on a participé pendant 4 années au suivi entre 2019 et 2024 sur, principalement la culture colza. Pour vous expliquer rapidement comment ça fonctionnait, on suivait 10 colonies pendant la floraison de colza et en fait, on les suivait sur plusieurs critères. Ce qu'on appelle la dynamique des colonies. On essaye d'évaluer la force de la colonie et on fait ça tous les 21 jours. Et pour voir sa force, on va essayer d'estimer le nombre d'abeilles, le nombre de couvains présents et aussi les réserves présentes dans la colonie. En plus, on va évaluer le niveau d'infestation en varroa parce que si le niveau est trop élevé pour la colonie, ça peut impacter sa dynamique et aussi les rendements produits par la ruche. Après, on va faire ce qu'on appelle des observations, comme la vidéo que je vous ai montrée. Donc, c'est ce que vous voyez sur l'image où en fait, on met des tamis devant les ruches, voir s'il y a des mortalités anormales d'abeilles. Et on va venir observer les planches d'envol, voir si on observe des symptômes particuliers chez les abeilles.
Et pour finir, on va faire, des prélèvements des différentes matrices apicoles. Donc là, c'est une trappe à pollen qu'on positionne devant la ruche et en fait, ça va intercepter au moment où les butineuses, rentrent à la colonie. On voit qu'elles ont, des pelotes de pollen et vu qu'il y a des petits trous, on appelle ça un peigne pour passer, les pelotes de pollen vont tomber et nous, on va pouvoir les récupérer dans un panier et analyser ces pelotes de pollen. Et on récupère aussi, des butineuses qui reviennent du champ pour voir à quels produits elles ont été exposées. Donc pour vous montrer, là, ce sont les résultats de l'année 2024 et 2025. Donc on a pu faire 39 analyses de pollen et 8 analyses de butineuses. Et on voit que dans voilà, dans chacune des analyses, on retrouve différentes molécules. Les abeilles ont toutes été exposées, voilà, et le pollen a différentes molécules. Et on retrouve en majorité des fongicides, ce qui paraît normal vu qu'on faisait un suivi sur le colza. Pour aller un peu plus loin et pour savoir quel impact ça a sur les colonies, c'est parfois difficile à estimer parce qu'il y a des abeilles qui ne reviennent pas du champ, donc potentiellement ce sont celles qui sont les plus atteintes. Par contre, on va utiliser un indicateur de risque pour estimer surtout le pic d'exposition des abeilles et pouvoir un peu plus les comprendre. Donc nous, dans le cadre de cette étude, on a utilisé deux indicateurs de risque différents, donc le HQ et le RQ. Le HQ, va le mettre surtout en corrélation avec les concentrations de produits retrouvés donc, sur les butineuses avec la DL50 de chacun des produits. Donc, c'est la dose létale où 50 des individus vont mourir. On a des données sur la plupart des molécules pour les abeilles, voilà, qui existent, pas sur toutes, mais sur une majorité des molécules. Et pour le pollen, on ne fait pas tout à fait le même calcul. En fait, là, on va essayer de tenir compte de la consommation qu'a une abeille par jour de pollen. Ici, on a pris, la consommation d'une nourrice qui, est à peu près de 9,6 milligrammes par abeille et par jour, pour nous donner, l'estimation de comment est-ce qu'elle a été les abeilles vont être exposées aux produits phytosanitaires. Et pour vous traduire un petit peu ce qui a écrit, voilà, on observe ici qu'il y a un pic d'exposition dans les pollens de l'année 2024 et en fait, ce pic, il s'explique en échangeant avec les agriculteurs. Il s'est avéré qu'en fait, il y avait eu un traitement fongicide qui avait été fait en journée, sur la culture où étaient positionnées les abeilles et donc ça se traduit bien par un pic d'exposition des abeilles. Donc ça peut permettre sur, les territoires, voilà, de dialoguer pour, bien expliquer l'importance de la réglementation abeilles. Et sur le pollen 2024, en fait, on voit qu'il y a un pic d'exposition aussi qui a lieu fin avril. Fin avril, il y avait que 4 molécules qui étaient détectées dans le pollen, mais en fait, il y avait de l'éthofenprox qui a augmenté énormément le risque parce que c'est un insecticide et qui correspond à peu près à 70 du risque. Donc, ce qu'on a pu se rendre compte aussi, c'est que on retrouve des produits, les abeilles sont exposées, mais pas forcément que aux produits de culture. Voilà, on voit qu'elles vont chercher différentes ressources sur le territoire. Donc, à l'échelle d'une ruche, elles peuvent être contaminées par différentes choses. D'où l'importance de pouvoir travailler à l'échelle d'un territoire. J'espère que cette partie a été à peu près claire. La deuxième partie concerne plutôt l'importance pour les différentes filières, qu'elles soient agricoles ou apicoles. Donc là, rapidement, on sait qu'il y a près de 90% des plantes à fleurs et 75% des cultures qui dépendent au moins en partie de la pollinisation par les pollinisateurs, qu'ils soient sauvages et domestiques. La contribution de la pollinisation à la filière agricole française représente entre 2 et 5 milliards d'euros par an. Et on sait, par différentes études que plus il y a de pollinisateurs présents, meilleurs seront les rendements en termes de quantité et de qualité. On peut voir que toutes les branches de la filière, sont, touchées par l'impact des pollinisateurs. Par exemple, en arboriculture, on va augmenter la qualité et le calibrage des fruits. En grande culture, ça va aussi avoir un impact sur l'augmentation des rendements et la qualité. Culture maraîchère, on va aussi augmenter les rendements et aussi en tout ce qui est culture semences, on va, produire plus de semences, grâce, aux pollinisateurs. Dans les systèmes agricoles, l'abondance et la diversité locale des abeilles sauvages diminuent fortement à mesure que l'on s'éloigne des bordures de champs et des habitats naturels et semi-naturels. En fait, un paysage diversifié, hétérogène, va favoriser la biodiversité. Et on estime quand même en Europe, il y a plus de 40% des espèces d'abeilles qui sont ou peuvent être menacées. Pour être un peu plus concret, on va juste aborder, l'exemple du colza vu qu'on est, sur, les secteurs de grande culture. Donc le colza est autofertile en grande partie, cependant la pollinisation améliore les rendements, mais aussi la qualité des graines. Là, je vous partage une figure, d'un projet qui a été mené par l'INRAE et le CNRS, qui ont mis en évidence, plusieurs informations dans le cadre d'un suivi territorial agricole sur les Deux-Sèvres.
Donc tout d'abord, ils ont observé que la présence de pollinisateurs augmente les rendements des cultures. Donc ils ont réussi à comptabiliser environ 300 espèces sur leur territoire. Et cette augmentation a été montrée dans différentes, voilà, au niveau expérimental sur plusieurs cultures, donc le colza, mais aussi le tournesol. Lorsqu'il y a une abondance d'abeilles, qu'elles soient sauvages et domestiques, est multipliée par 100. Donc plus il y a d'abeilles, plus les rendements sur le colza et sur le tournesol vont augmenter en fonction, bien sûr, des cultures et des années. Et la simplification des paysages entraîne des pertes significatives de rendement dans les cultures via la diminution de la richesse et des régulateurs biologiques. D'où l'importance de la diversité. Ça va aussi jouer sur les rendements, pas que sur la pollinisation, mais aussi sur les ravageurs. En fin de diaporama, vous aurez toutes les références des différentes données. Donc on voit bien voilà, que le rôle de pollinisation est quand même important pour le système agricole. Côté apiculture, je vous ai remis en fait le métier d'apiculteur, c'est plusieurs productions qui vont dépendre énormément de l'environnement. Donc, la principale et la majoritaire à laquelle on pense, c'est le miel. Une colonie d'abeilles, en fonction des années, va pouvoir produire entre 15 et 80 kilos de miel par an. Et pour rappel, le miel, c'est une substance sucrée naturelle qui est produite exclusivement par les abeilles et à partir de nectar des plantes et de sécrétions provenant de plantes ou d'insectes qui vont excréter voilà, d'insectes suceurs. Donc en fait, à aucun moment l'apiculteur va pouvoir nourrir ses colonies et pouvoir vendre du miel avec. Donc il est vraiment dépendant de l'environnement, qui va être autour, de lui et de la météo pour pouvoir, produire le miel. Il y a aussi d'autres productions, donc on connaît la gelée royale, mais aussi le pollen qui peut être commercialisé, la propolis dont on a un petit peu parlé, qui est aussi commercialisable et souvent les apiculteurs ont une forte activité d'élevage où ils vont produire des reines mais aussi des essaims d'abeilles. Donc les essaims, c'est composé d'une reine avec des abeilles et des cadres voilà, qui sont vendus. Et l'apiculteur va aussi pouvoir récupérer la cire, notamment d'opercules, pour la valoriser. Il peut y avoir d'autres revenus comme la pollinisation. En Bourgogne-Franche-Comté, c'est un service qui existe peu. Et il y a plusieurs apiculteurs aussi qui vont faire de la transformation, notamment en période de marché de Noël où il y a beaucoup d'apiculteurs qui font, par exemple, des pains d'épices. Qu'est-ce que ça donne sur les territoires? Donc pareil, là, je vais vous expliquer rapidement ces diagrammes. Donc, on a fait des études, on a regardé donc la présence de produits de molécules phytosanitaires, mais on a aussi regardé la composition des taxons qui étaient ramenés par les abeilles à la ruche. Donc le premier diagramme, ça reprend la composition du bol pollinique des abeilles au printemps, donc sur le projet Survapi, sur le colza. Et donc en jaune, vous pouvez voir que le colza est très important dans le bol pollinique des abeilles, mais aussi qu'on a une part importante de haies, d'arborescence de haies qui vient compléter ce bol pollinique, d'où l'importance des paysages diversifiés. En autre exemple, ici, je vous ai mis un bol pollinique d'abeilles à l'automne, donc en zone de grande culture. Ça, c'était dans le cadre d'un projet mené avec la Fédération de chasse de la région BFC, en fait, avec la mise en place de couverts interculture miellifères à l'automne. Et donc là, on est vraiment sur une zone de grande culture et on peut voir que les couverts, donc j'ai regroupé les différentes variétés ensemble, font partie, sont vraiment la grande majorité du bol pollinique des abeilles, et notamment à partir de la mi-octobre parce qu'il y avait moins de ressources à côté et on voit bien que ça augmente la diversité. Et donc là, je vous ai mis que le couvert, mais il faut savoir que le couvert était composé de 4 espèces. Donc on retrouve les 4 espèces de pollen récoltées par les abeilles. Donc on voit que c'est vraiment très important pour l'apiculteur et les abeilles. Et il faut savoir aussi que les ressources qui sont disponibles sur les territoires vont éviter les disettes et ce qu'on appelle les trous de mielés. Donc entre les mielés qui vont permettre à l'apiculteur de produire du miel pour pouvoir le commercialiser, il va y avoir des périodes creuses où en fait les abeilles vont avoir plus de mal à retrouver des ressources alimentaires. Et donc avoir des ressources diversifiées sur leur territoire, ça va minimiser ce trou de mielé et éviter les disettes dans la colonie. Donc, en résumé, les productions apicoles sont dépendantes de leur environnement. Je vous ai remis chaque année, il y a France Agrimaire qui fait aussi un observatoire des miels. Donc, sur les miels monofloraux, la plupart des années, je vous ai fait un petit peu une synthèse, mais les premiers miels monofloraux produits au niveau de la France, ça va être le tournesol, le colza et la lavande. Donc, on retrouve quand même principalement les espèces, voilà, les cultures, en sachant que ça permet aussi à l'apiculteur de diversifier son offre de miel auprès de sa clientèle. Plus il y a des pollinisateurs, meilleurs seront les rendements en termes de quantité et de qualité. Et bien sûr, il y a aussi une dépendance des cultures aux insectes qui va être variable en fonction des variétés pour une même culture.
Alors, on va en venir à la présentation un peu plus spécifique du projet FITAPI, donc riche de tous les retours d'expérience qu'on pouvait avoir au niveau régional, mais aussi au niveau national. J'ai voulu poursuivre un peu cette dynamique sur les zones de polyculture élevage en Bourgogne-Franche-Comté, d'où la naissance du projet FITAPI, qui visait en une concertation des acteurs du territoire. Donc, on entendait les agriculteurs, les apiculteurs, les techniciens, mais aussi le monde de l'enseignement agricole et apicole et les experts des instituts techniques. Et l'idée, c'était pour identifier des alternatives qui soient acceptables aux produits phytosanitaires sur les grandes cultures mellifères, puis de communiquer auprès des différents publics sur les situations à risque pour les pollinisateurs et les solutions pour un environnement en leur faveur. Donc avec ça, avec ces réunions de concertation, on a fait plusieurs constats. Donc déjà qu'il y avait un manque d'interconnaissance entre les apiculteurs et les agriculteurs. Je vais vous donner quelques chiffres parce qu'on avait fait passer un questionnaire aux apiculteurs de la région. Donc quand on leur demandait les connaissances un peu, du métier d'agriculteur, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait que 40 qui connaissaient, bien l'arrêté abeille et seulement 20 qui connaissaient les traitements qui étaient effectués, sur les cultures. Et puis dans le cadre de nos échanges avec, les agriculteurs, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être un peu moins la notion d'apiculture professionnelle, donc un peu, voilà, interconnaissance et comprendre que c'est aussi un métier de l'agriculture, pour les professionnels. Et on a eu aussi des problèmes d'intoxication d'abeilles sur un territoire qui a mis un peu des tensions entre les apiculteurs et les agriculteurs parce qu'il y a eu des enquêtes environnementales qui ont été menées. Par contre, dans l'ensemble, les relations apiculteurs-agriculteurs étaient plutôt bonnes et la majorité des échanges entre les 2 ont lieu plutôt par rapport à des emplacements, de ruches, mais aussi la réalisation des traitements phytosanitaires et l'implantation des ressources sur le territoire. Donc fort de ça, on a aussi fait le constat qu'il y avait déjà énormément de ressources, qui existaient, mais qui étaient peu connues du public, agriculteur et apiculteur, mais aussi, conseillers. Et donc il est sorti, de nos réunions, l'idée c'était de pouvoir avoir des messages simples, de pouvoir aborder des sujets un peu moins clivants qu'uniquement les produits phytosanitaires, donc on s'est axé un peu plus sur les ressources et d'essayer de rendre acteurs les apiculteurs et les agriculteurs sur leur territoire. Donc ça a donné lieu à différentes choses. Une boîte à outils à destination donc de nos publics que je vais vous présenter juste avant. Et en fait, elle est composée de différentes fiches pratiques, mais aussi d'une séquence éducative qui est proposée au Bac Pro. Et on est en cours d'expérimentation d'un groupe WhatsApp pour mettre en relation des apiculteurs et des agriculteurs. On s'est mis à l'échelle d'un pays, notamment pour mettre à disposition des ressources, des emplacements de ruches et pouvoir un peu échanger et être acteurs sur le territoire. La boîte à outils et tous les documents seront disponibles sur le site, Ecophytopic. Donc la page n'est pas encore finalisée, mais ils le seront au cours de l'été, donc vous pourrez, tous les retrouver à cet endroit-là, avec des mises à jour sur certains. Pour commencer, je vais vous parler un peu plus de la séquence pédagogique, qui est proposée au bac pro, CGEA. Donc en fait, elle s'inscrit on a fait en sorte de l'inscrire dans le référentiel de formation et elle s'inscrit dans la partie gestion durable des ressources et agrosystème, donc et dans l'objectif 4 qui est de proposer des améliorations dans le fonctionnement d'un agrosystème permettant une gestion durable des ressources communes. On s'est axé que sur ce public-là parce que ça cochait bien au référentiel de formation. Cette partie, elle consiste en 156 heures, donc ça laissait un petit peu de temps pour pouvoir aborder ces sujets. Et donc, je vais vous détailler un petit peu après, les différentes séances prévues, mais en gros, on a fait une séquence pédagogique, sur 5 séances qui est clé en main et qui a une durée de 7 heures environ. Elle a été conçue dans le but d'être utilisée en interdisciplinaire, c'est-à-dire qu'en gros, bah, voilà, tous les formateurs peuvent s'en emparer. On peut très bien en parler dans le cadre des cours de français, de maths, pour que, ça soit interdisciplinaire. Elle n'a pas encore été expérimentée, c'est pour ça que les supports vont pouvoir évoluer, mais elle sera expérimentée à la rentrée 2026-2027 par justement le pôle apicole de Vesoul Agrocampus et l'animatrice qui va pouvoir accompagner les enseignants dans l'animation de cette séquence et l'utilisation des supports. Donc, ils sont susceptibles d'évoluer en fonction des retours terrain qu'on va avoir, mais ça sera bien entendu mis à jour. Pour vous détailler un peu les 5 séances, donc on a une séance où on aborde plutôt la biodiversité. À chaque fois, vous avez les outils mis en parallèle, donc en fait, on a toujours un diaporama de présentation qui va comprendre différents points et vous avez, les objectifs de chacune des séances qui sont indiqués. En deuxième temps, on va parler de qu'est-ce qui est un pollinisateur? Pour, voir les différentes espèces de pollinisateurs, donc là, on va aborder aussi, les pollinisateurs sauvages. La pollinisation, à quoi ça sert? Pour voir les enjeux agricoles et environnementaux de la pollinisation. Avec, vous voyez toujours le diaporama et là un jeu du hamburger, qui est aussi présenté.
La quatrième séance, c'est pourquoi les pollinisateurs sont-ils en danger? Quelles conséquences sur les productions agricoles? Donc, comprendre l'impact des pratiques agricoles sur les pollinisateurs avec différents outils. Et la dernière séance, qui est un peu plus longue, qui est que faire pour les préserver et maintenir une agriculture et une apiculture rentable, où là, en fait, on va utiliser un jeu sérieux qui s'appelle AGAP, que je vais vous présenter juste après, qui peut aussi servir pas forcément que pour ce public. Je voulais, vous montrer, rapidement, une séance, à quoi ça ressemble. Donc en fait, à chaque fois, on a fait des diaporamas. Donc la une grande partie, des visuels que vous avez vus, dans ce webinaire, dans la présentation, sont issus, des travaux qu'on a faits. On n'a rien réinventé, on a juste pris des choses qui existaient et donc en fait, les séances, sont comme ça. Donc celle sur la biodiversité, on a voulu faire en sorte qu'elle soit assez attractive et ludique, pour, les apprenants. Donc en fait, on commence la séance avec, un mur de mots à écrire, donc en fait qui est déjà pré-créé, où l'enseignant peut avoir directement accès avec des codes d'authentification et sur qu'est-ce que la biodiversité. Après, dans le déroulé de cette séance, on introduit la biodiversité et notamment tout ce qui est écosystème agricole. Après, propose un quiz sur la biodiversité en agriculture et on complète par une vidéo sur l'agroécologie. Et donc, à chaque fois, vous avez une partie sur les informations à retenir. Et cette séance se finit par le même mur de mots qui est refait à la fin pour voir qu'est-ce que les élèves ont pu retenir de ça. Et donc, à chaque fois, vous avez les références qui ont été utilisées pour construire la séance. En sachant que, donc, on retrouve des notes. Alors, on n'a pas fait un descriptif encore clair de chacune des diapos pour aider les professeurs à l'animer. Normalement, ça devrait être fait, mais pas dans l'immédiat. Il faut d'abord qu'on puisse la tester. Donc voilà un petit peu un exemple et pareil, tout sera disponible sur le site Ecophytopic. Alors, ça sera le Canva qui sera en libre accès en fait et comme ça, nous, ça va nous permettre de pouvoir le mettre à jour si on fait des modifications. Hop. Et je voulais faire un petit aparté sur le jeu AGAP, qui est un jeu sérieux qui a été créé par l'INSAP, l'Institut de l'abeille. Pour vous le présenter rapidement, parce que c'est un outil qui potentiellement peut aussi servir voilà, à d'autres publics, donc agriculteurs, apiculteurs, et pas forcément que les étudiants. Donc, ce jeu, en fait, il a pour objectif d'initier et favoriser les échanges entre apiculteurs et agriculteurs, de comprendre le métier et le quotidien respectif de chacun, faire évoluer les points de vue sur les pratiques et les professions, mieux cerner les difficultés et les attentes mutuelles et faire évoluer les relations et émerger des solutions techniques nouvelles. Donc, en fait, il s'agit d'un jeu de plateau qui correspond à un territoire où vous allez avoir des apiculteurs et des agriculteurs. Alors, il faut quelqu'un pour l'animer, par contre, c'est obligatoire, autrement ça va être trop compliqué. Et en fait, l'agriculteur, lui, va positionner, ses cultures, va choisir les cultures qu'il met en place, va choisir, les traitements qu'il met en place et les apiculteurs, eux, vont pouvoir s'installer, sur les territoires et échanger avec, les agriculteurs pour voir, quelles ressources vont être mis en place. Et en fait, il va se créer une interaction entre les rendements, pour les apiculteurs et les rendements aussi, pour les agriculteurs et donc l'apiculteur va augmenter ou non son nombre de ruches et en fait, ils vont avoir des rendements et l'idée, en fait, c'est d'aménager le territoire avec la possibilité, de mettre en place, des haies, par exemple, et d'améliorer, l'écosystème, de ce territoire fictif. Donc et après l'idée, c'est de pouvoir discuter sur ce qui s'est passé, donc étudier les interactions qui a eu lieu entre les joueurs. En effet, en fait, l'idée, c'est que les apiculteurs et les agriculteurs échangent entre eux pour se mettre d'accord de où est-ce qu'ils vont positionner les ruches, comment est-ce qu'ils vont traiter, avec quel type de traitement ils vont traiter, comment est-ce qu'ils vont implanter des haies. Donc par exemple, ça peut être, donc il faut acheter les haies, ça peut être l'achat commun entre un apiculteur et un agriculteur d'une haie, pour favoriser la biodiversité. Et l'idée, c'est d'augmenter aussi la biodiversité sur le territoire. Donc c'était un petit aparté, le jeu est fini de développer, il est commandable à l'ITSAP si ça peut vous intéresser. Il manque juste encore les guides d'utilisation qui ne sont pas produits mais qui devraient être disponibles au mois de septembre. Et pour finir, on va plutôt parler des fiches pratiques qui ont été créées pour les agriculteurs et les apiculteurs. Donc en fait, à chaque fois, il y a un code pour les identifier, celles qui sont plutôt à destination des agriculteurs et celles qui sont plutôt à destination des apiculteurs. Vous voyez, on n'a pas créé énormément de fiches. Ça a été vraiment une volonté des apiculteurs et des agriculteurs lors des concertations. Et on peut voir, donc je vais vous mettre quelques exemples. On va peut-être d'abord regarder celles pour les agriculteurs, qui sont toutes disponibles, mais je vais vous en montrer que certaines.
Donc, par exemple, l'agriculteur 2 qui est sur favoriser les ressources mellifères. Donc, dans cette fiche, on va aborder plusieurs choses. Donc, comment diversifier les ressources mellifères sur sa ferme. Il y a un focus sur la sylphie, donc c'est l'exemple que je vous ai mis là parce que c'est une culture sur laquelle on a travaillé et qui est une culture pérenne. Et dans le cadre de la méthanisation, en fait, ça va fleurir et notamment ça fleurit tout l'été, donc au moment de la disette où les abeilles ont moins de ressources. Et donc c'est assez intéressant pour les apiculteurs d'avoir ça sur leur territoire et en même temps ça limite l'entrée des produits phytosanitaires. Choisir une culture intermédiaire, jachère et bande fleurie et implantation des haies. Donc pour vous rendre compte, j'espère que vous verrez bien, autrement je vous les montrerai en PDF, n'hésitez pas à me dire. Donc voilà un peu à quoi ressemblent les fiches. Donc encore une fois, on les a fait sur Canva, mais elles sont disponibles en PDF avec différentes parties. Donc vous voyez, à chaque fois, on peut identifier le public avec un code couleur. Donc en orange, c'est pour les agriculteurs, en jaune, c'est plutôt à destination des apiculteurs. Et en fait, on a essayé de rester assez simple et assez visuel sur les différents rapports. Et par exemple, sur celle-ci, donc voilà, on retrouve toute la partie qui explique la sylphie, comment ça fonctionne. Et si je ne me trompe pas, voilà, mes collègues des chambres ont mis des compositions, des présentations de cultures intermédiaires qu'ils ont conçues, qui sont plutôt mellifères pour orienter les agriculteurs sur l'implantation de couverts intermédiaires. Et donc voilà, alors c'est une qui est un petit peu longue, ça c'est plutôt pour augmenter les ressources, mais c'était une demande de rester assez ouvert. Donc elles seront bien entendu disponibles pour que vous puissiez les consulter. Voilà pour celle-ci. Après, je vous avais mis un point donc, sur celle phytosanitaire, réduire les risques. Donc, on a choisi de mettre en avant certains outils. Et donc là, c'est sur le cas de celle-ci où on a d'abord, voilà, toujours dans le cadre de favoriser l'interconnaissance entre les apiculteurs et les agriculteurs, on a mis une partie sur l'exposition des pollinisateurs aux produits phytosanitaires pour mieux comprendre les enjeux. On a mis aussi une partie sur que se passe-t-il en cas de mortalité ou d'affaiblissement des colonies, puisque comme je vous ai expliqué, on a eu le cas sur le territoire où ça a été mal compris par les agriculteurs, l'enquête environnementale qui a été menée, et l'apiculteur a été un peu accusé. Donc c'était pour expliquer comment ça se déroulait quand un apiculteur observe des mortalités sur ses colonies ou des affaiblissements. Il appelle OMAA, qui est l'Observatoire des mortalités et affaiblissements des abeilles de sa région. Il y a un vétérinaire compétent qui va se déplacer pour faire un constat sur les ruches et il va réaliser en fonction des prélèvements des différentes matrices apicoles. Donc, ça peut être des butineuses, du pollen, du miel. Et en fonction de s'il y a une suspicion d'intoxication ou pas, une enquête environnementale va pouvoir être menée. Mais en aucun cas, c'est de la base, voilà, c'est vraiment l'État qui choisit ou pas de faire cette enquête et pas l'apiculteur. Et on a choisi de mettre en avant l'outil Toxibi, qui n'est pas forcément connu aussi, qui aide à choisir les molécules en fonction d'un toxiscore pour les abeilles et pour l'environnement. Donc, pareil, pour vous montrer le visuel, cette feuille, elle est un peu plus courte, cette fiche. Voilà, donc comme je vous expliquais, on repart sur les besoins des abeilles pour expliquer à l'agriculteur en fait, voilà, qu'est-ce que l'abeille va récolter, lui montrer l'impact que ces pratiques vont avoir, voilà, et l'importance que ces pratiques ont pour l'apiculteur et l'abeille, et comment est-ce que les abeilles peuvent être contaminées. La démarche sur qu'est-ce qui se passe en cas de mortalité, et on retrouve le lien vers l'outil Toxibi pour pouvoir choisir des molécules voilà, moins néfastes pour l'environnement et pour les abeilles. Voilà pour celle-là. On en a aussi une sur le colza à intrants et sur la réglementation abeille. Pour les apiculteurs, en fait, l'idée, c'était aussi de pouvoir les rendre acteurs. Donc, on a essayé de faire une évolution, donc un peu logique. L'idée, c'est que l'apiculteur puisse évaluer l'environnement de ses ruchers et aussi de mieux comprendre le monde de l'agriculture avec un calendrier de floraison sur les zones de grande culture et aussi les calendriers des traitements qui sont mis en place pour expliquer à quelle période et quel type de traitements sont faits sur les cultures. Et on s'est rendu compte lors de nos échanges de ce qui permettait le mieux de faire des concertations et de dialoguer sur les territoires, c'était de proposer des visites de ruches. Donc, on s'est servi d'une fiche qui existait déjà dans le projet Survapi pour l'étayer, aller un peu plus loin et accompagner l'apiculteur qui souhaite mener des visites de ruches. Et l'idée, vu qu'on est dans une notion de dialogue entre apiculteurs et agriculteurs, on a fait une fiche de dialogue en fait pour pouvoir discuter et échanger. Alors, on est resté très simple.
Et l'idée, c'est de voir, voilà, bah, quelle question on peut poser quand on voit, son voisin, agriculteur pour pouvoir, dialoguer, pour parler de la présence des pollinisateurs, parler de l'application des produits phytosanitaires et en fait, en parallèle, l'apiculteur peut, se retourner vers les fiches, concernées par chacune des parties. Et l'idée, bien sûr, en fait, derrière tout ça, c'est de favoriser les échanges entre apiculteurs et agriculteurs sur le territoire et créer du lien, entre chacun, pour, améliorer les ressources, mais aussi améliorer les rendements. Voilà, ce sont des questions très simples. Pour vous montrer un peu plus les fiches, pour rendre, les apiculteurs un peu acteurs, donc évaluer son environnement, on est parti, sur 2 outils. Un outil qui s'appelle BeeGees, qui est un outil de cartographie qui a été aussi, réalisé par l'ITSAP, hein, qui est en libre accès, où en fait l'apiculteur, peut donner, le point de son rucher et on va avoir le rayon de la zone de butinage, qui va apparaître, donc soit un rayon d'1,5 kilomètre ou un rayon de 3 kilomètres et en fait, on a différentes, couches cartographiques qui vont permettre de caractériser l'environnement du rucher. Donc là, je vous ai mis un exemple, sur, l'occupation des sols, comment ça peut apparaître. Mais on a aussi, les essences forestières qui apparaissent, les haies et les cultures, mis en place. Et pour aller un peu plus loin, on a sélectionné l'outil qui s'appelle, Pollinise Action, qui est proposé pour là, plutôt en étude de terrain, voir les milieux favorables et défavorables, pour les abeilles et les pollinisateurs en général. Donc voici cette fiche. Donc à chaque fois, alors on a mis des QR codes pour que l'idée c'est de pouvoir les imprimer en papier et pouvoir les avoir. Donc avec le lien et l'explication de l'outil Bidgees. Et pour vous montrer, si vous ne connaissez pas Pauline's Action, donc c'est disponible sur le site d'AgriConnaissance. Et en fait, c'est un outil qu'on trouvait déjà bien fait, qui nous a paru le plus simple à mettre en œuvre, voilà, qui est très visuel aussi pour favoriser les pollinisateurs. Et en gros, l'idée, alors c'est plutôt à l'échelle de la ferme, mais l'apiculteur peut le faire aussi sur un petit environnement c'est, d'imprimer ces parcelles et puis de repérer les endroits qui sont plutôt propices à la biodiversité et en gros, avec à chaque fois, des conseils, pour, améliorer, voilà, améliorer les ressources disponibles, donc avec les haies, les cultures, les talus, prairies et bords de parcelles, chemins friches. Donc voilà, c'est l'outil qu'on a sélectionné qu'on a trouvé le plus simple, à garder. Voilà pour cette fiche et pour la dernière que je voulais vous présenter, donc l'idée c'était de pouvoir accompagner l'apiculteur. Ah ouais, j'ai pas mis le bon lien. D'accompagner l'apiculteur pour, organiser, une visite de rucher et en fait cette visite, elle peut être à destination des agriculteurs, des techniciens et conseillers agricoles, mais aussi de ses propriétaires d'emplacement qu'il peut avoir ou aussi, des voisins, des ruches, voilà, pour expliquer, comment ça fonctionne. Donc cette fiche, elle se compose de déroulé de la visite, expliquer comment ça se passe et de checklist du matériel et de l'organisation pour, aider, l'apiculteur à s'organiser. Et en plus, on a construit quelques annexes qu'il n'est pas obligé d'utiliser, mais qui peuvent l'aider à dialoguer, à expliquer qu'est-ce qu'est le métier d'apiculteur, comment ça fonctionne, comment se répartit le travail. Donc voilà cette fiche pour exemple. Donc elle a été tirée, elle était déjà créée, hein, dans le cadre de Survapi. Donc on retrouve bien le déroulé pendant, après, le checklist de comment est-ce qu'il peut s'organiser, quel choix faut faire, à quoi il faut faire attention et le matériel, nécessaire pour les participants pour ouvrir et aussi pour, voilà, le matériel, pouvoir échanger et discuter à la fin de la visite. Et donc sur les annexes, alors on est surtout Bourgogne-Franche-Comté, mais après ça peut être tout à fait décliné soit au niveau national, soit par région, pour expliquer comment fonctionne l'apiculture, parce que comme on a vu, c'était un peu moins connu l'apiculture professionnelle, donc expliquer qu'il y a différents types d'apiculteurs. On sait que la majorité des apiculteurs sont des apiculteurs dits de loisirs qui ont moins de 50 colonies, qui ne vivent pas de ça et que les apiculteurs, professionnels sont moins nombreux, mais détiennent beaucoup de ruches sur les territoires. Là, c'était pour, réexpliquer, le métier d'apiculteur et ici, c'est un diagramme pour expliquer un peu comment, s'organise une année, chez un apiculteur, professionnel, comment sont réparties ses tâches et son temps de travail. Ici, on reparlait, donc c'est des schémas que vous avez déjà vus, sur tout ce qui était exposition, des abeilles et les affaiblissements des colonies et une dernière sur l'impact des pollinisateurs sur les grandes cultures. Donc c'est vraiment juste pour l'accompagner, c'est pas obligatoire de les utiliser, mais ça peut donner des pistes pour ouvrir le dialogue, lors de ces temps d'échange. Voilà un peu pour ça et j'en avais fini. Alors en effet, il y a pas forcément tout dans ces fiches, mais c'était vraiment une demande, de pouvoir rester simple, sur, les explications
Et l'idée maintenant, c'est de pouvoir les faire vivre. Donc, je ne vous les ai pas toutes montrées, mais voilà, elles sont toutes disponibles. Sur le site Ecofitopic. Merci à tous pour votre participation et je vous souhaite une bonne fin de journée.